Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Toi c'est qui? Je suis Bao, mais pas le mutant. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une invitée spéciale. Elle, c'est Irina Kumba, influente sur les réseaux sociaux. J'ai pas dit influenceuse. Et défenseuse des droits des femmes. Irina est une voix pour les mères célibataires, les orphelins et contre une certaine forme de patriarcat. Je mets ça entre griffes. Originaire du Gabon, elle a récemment posé ses valises en Amérique et nous allons découvrir ensemble qui elle est réellement. Je dirais bienvenue à Irina dans Toi c'est qui, sans trop dévoiler qui elle est parce que elle n'est pas seule, hein. Elle est beaucoup en elle. Donc, car le titre de notre podcast c'est Toi c'est qui. Nous avons laissé l'occasion à Irina de se présenter dans ses propres mots. Alors, Irina, toi, c'est qui? Mbolo Samba, salut Bao, pas du tout le mutant. Alors en général, on me connaît sous le nom de Mamkoum. Irina, c'est plutôt mon prénom de naissance que je ne porte que pour des raisons professionnelles dorénavant. Ok. So, Irina, il est plus ou moins... comment est-ce que tu préfères que je t'appelle aujourd'hui? Mamkoum, Dans le ça cas de me ça. va Ok. parfaitement. C'est exactement ce que je veux. Ok, Mamkoum, il est difficile de parler de toi sans justement mentionner la pluralité de ta personne. Tu es connu par justement ton alter ego Mamkoum que tu viens de mentionner. Peux-tu nous parler de la relation entre Irina et Mamkoum? Alors, comme je disais, Irina, c'est vraiment mon prénom de naissance. À l'état civil, je suis Irina Passeli Kumba. Et donc, Kumba, qui est le nom de ma défunte grand-mère paternelle, c'est le nom que je porte, mon nom de famille, en tout cas de naissance, que je n'ai pas abandonné, même par des liens du mariage. En fait, Mamkoum, c'était le petit pseudonyme de ma grand-mère. Tout le monde l'appelait Mamkoum, donc Mam pour maman et Kumba, c'est Kumba comme c'est un nom commun très répandu en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc il y a quelques années, en fait, j'ai vraiment fait une transition, un retour aux sources pour valoriser mon patrimoine identitaire et culturel. Et je pense que je suis simplement repartie à mon sillon de naissance. Donc, je suis Mamkoum, la réincarnation de cette femme dont je porte le nom, quoi. Voilà, tout simplement. J'ai vu certaines personnes sur tes plateformes t'identifier comme étant la Trinité, mais jusqu'à présent, désolé pour les religieux, c'est Trinité vient de l'expression trois. Euh, on a juste parlé de deux personnes. Est-ce qu'il y a une personne qui manque dans la présentation que tu viens nous faire de qui tu es? Non, mais c'est clair que toi, tu aimes beaucoup le personnage Marondo. Alors, je pense qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans, j'ai créé un personnage, un de mes alter ego aussi, qui est Marundu. En fait, je pense que l'état dans lequel je me trouvais à ce moment-là, de par mon engagement, de par ma relation à moi-même, j'ai estimé qu'il me fallait un alter ego qui pouvait parler pour nous toutes sans nous restreindre dans des cases. Et puis donc voilà, Marundu est apparue comme ça et je crois qu'elle est la plus aimée et peut-être la plus détestée de nous toutes. Elle a sa personnalité. Donc voilà, il y a Irina, celle que tout le monde a connue à l'école, à l'université, à l'époque quand je vivais au Gabon. Et ensuite, on va avoir Mamkoum qui est plutôt formel, qui est vraiment dans un ancrage culturel certain. Et puis, on va avoir Marundu qui n'a aucune identité particulière. C'est juste une voix qui s'exprime sans limite. Voilà. Ok. Et en tant que professionnel, acteur culturel, mentor pour certains, sœur, amie, mère de famille, et on a parlé de mariage, donc l'amour d'un homme, je suis curieux de savoir comment est-ce que ces différents rôles se reflètent dans ta personnalité, dans ton travail ou dans ta relation familiale. Tu veux dire entre les personnages Irina, Yeah. Mamkoum et Marundu? Oh, écoute, alors il y a Mamkoum qui s'impose, qui s'est imposé naturellement dans mon cercle familial, vu que mes parents m'appellent dorénavant Mamkoum et certains membres de ma famille. À la maison aussi, mon fils qui n'a que 4 ans, il m'appelle Mamkoum maintenant parce que tout le monde justement m'appelle Mamkoum et ils savent que j'y tiens beaucoup. Et puis Marundu, elle ne
Marondo ne va intervenir que quand nécessaire, mais c'est vraiment un personnage très solaire. Donc, je ne peux pas dire que j'interfère entre les trois tout le temps, mais Irina est bien présente, très stricte aussi, très formelle quelque part, qui ne parle presque plus. Et puis, on va avoir Mamkoum qui va être vraiment dans un engagement beaucoup plus consistant concernant les femmes. Et puis, il y a Marundu qui est la petite tacleuse, donc l'agitée de service, qui court un peu partout, qui revoit tout et qui dit ce qu'elle pense. Tout, bah, j'adore ton t-shirt. Merci, merci. Du coup, moi, je suis un petit peu curieux de savoir, est-ce que tu me disais tout à l'heure que Irina est celle-là qui parle le moins aujourd'hui Mhm, et que Mamkoum et Marundu sont celles-là qui prennent le devant en fonction des situations. mhm. Euh, Pourquoi mettre au silence Irina puisque c'est celle-là qui a été avec toi depuis l'an zéro et qui a donné naissance justement à ces personnes? Est-ce que c'est fait de manière volontaire ou il y avait une nécessité de mettre Irina en pause en attendant justement de développer les deux caractères qui représentent qui tu es aujourd'hui? Je saurais pas vraiment comment te répondre. Alors, le silence d'Irina peut être aussi parce que Irina, c'est vraiment la petite fille, le petit enfant intérieur qu'on a tous ou qu'on a tous été un jour. Et puis, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'évolutions entre-temps et quand je l'observe avec un peu de recul, je ne la reconnais, j'ai du mal à me reconnaître un petit peu en elle parce que c'était vraiment un personnage pas abouti à mon niveau, épanoui certes peut-être avec une vie tout à fait normale, mais je ne trouve pas forcément la nécessité de l'identifier elle précisément parce que Mamkoum va être la continuité par exemple d'Irina qui s'est longtemps cherchée en termes d'identité, en termes de rapport à soi, en termes d'équilibre même émotionnel. Et puis il y a Mamkoum qui est arrivé avec son engagement et puis ça a donné un sens justement au questionnement d'Irina. Et puis il y a juste Marundo qui fait la porte-parole pour tout le monde. Donc Irina c'est une version qui est j'ai envie de dire hybride. Elle est un petit peu dans Marundu, elle est un petit peu dans Mamkoum, mais bon. Après, il y a différentes versions d'Irina. C'est ceux qui ont été au lycée avec moi, parce que j'ai terminé mes études de collège et de lycée. J'ai été dans un lycée plutôt à réputation très avec beaucoup de tempérament. Je suis passée par le lycée technique. Donc, ceux qui te disent qu'ils connaissent Irina du lycée technique vont te dire qu'ils vont peut-être retrouver Marundu, qui était déjà là. Et puis après, à l'université, j'ai eu je crois que c'était les plus belles années de ma vie à l'université. Il y avait cette Irina qui est revenue et Marundu et Mamkoum étaient déjà là. Je pense qu'il y a une forme de continuité. Tu as parlé de Trinité. En fait, on ne voit jamais la mère sans voir la fille. On ne voit pas la fille sans voir la grand-mère. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui enveloppe tout ça, quoi. Donc, Irina est là. So, j'aime le zen attitude que tu as aujourd'hui. Ça dit peut-être long sur ton vécu et ton histoire. J'ai pris la peine d'interroger certaines personnes sur qui était justement Irina. Et je dirais que ton histoire est plutôt unique, mais en même temps une source d'inspiration pour plusieurs femmes. Du coup, moi, je suis curieux, quels ont été les moments clés ou les expériences qui t'ont façonné à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Je crois que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'observation. Alors moi, j'ai vraiment eu la chance de grandir dans un environnement où euh, j'ai eu plusieurs mamans du fait de mon père qui a toujours été polygame quelque part. Et, euh, et donc, il y a eu beaucoup de petits événements, en fait. J'ai beaucoup observé les femmes. Et comme j'étais une enfant je pense que j'ai toujours été solaire, mais je n'ai pas toujours eu l'opportunité de m'exprimer. Et donc, ça fait que j'ai beaucoup observé. Et comme j'étais passionnée déjà d'art, de culture et de lecture, parce que mon père adorait ça, donc je crois que j'ai eu le bon filtre, les bonnes lentilles pour observer en fait mon environnement. Et donc, je te dirais que dans mon enfance, j'ai regardé les femmes autour de moi, j'ai regardé mes mamans, et quand je dis mes mamans, ça va être aussi, tu sais, en Afrique, il y a les sœurs de ta mère, il y a les copines de ta mère, il y a les copines de tes grandes sœurs. J'ai observé toutes ces femmes-là. Et puis après, il va avoir le moment, je pense, c'est là où le déclic se débute, c'est quand je deviens mère très très jeune. Je n'avais même pas encore terminé mon adolescence.
Et donc là, ça va être le choc qui va brutaliser vraiment toutes mes perceptions de qui j'étais, de comment la vie peut se produire quand on rentre dans ce stage-là. Et puis après, il y a une longue période d'errance qui m'emmène justement à, à observer avec un autre regard. Et puis il y a le monde professionnel, il y a le monde sentimental, il y a l'aspect amical aussi qui joue. C'est un travail de longue haleine, mais c'est beaucoup d'observations. Mais c'est surtout que mes observations de petites filles, d'adolescentes, de femmes, de jeunes filles ou de jeunes femmes en construction me menaient toujours au même questionnement. Pourquoi elles font ça? Pourquoi elles acceptent ça? Pourquoi ça se reproduit? Elles sont de cultures différentes, elles sont d'âges différents, mais c'est toujours là, tout tourne autour en fait de ces systèmes que je n'ai pas su interpréter parce que j'avais pas les outils, mais maintenant que je les ai, en fait, j'ai simplement choisi de m'exprimer sans toutefois avoir de réponse précise. Je cherche, je questionne et je parle. Euh, Merci pour ça. Je te donne la liberté de ne pas répondre à la question si tu ne te sens pas à l'aise. Mm-hmm. Tu as parlé du fait que tu as été maman dans ton adolescence. Je ne sais pas si c'est un sujet auquel tu te sens à l'aise de parler, mais je suis curieux de savoir comment ça a été pour toi de savoir qu'en tant qu'ado, ne comprenant pas nécessairement le système social dans lequel on évolue, d'être mère, pas nécessairement avec ton gré. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que c'est une situation à laquelle Irina a su guérir? Je ne pense pas qu'on guérit de cette situation, honnêtement, parce que moi j'ai eu ma fille, je pense que j'étais en train d'aller sur mes 16 ans. C'est pas, je pense que c'est pas une vérité que je dois cacher, parce que c'est une expérience qui me sert justement de tremplin pour pouvoir aiguillonner les jeunes femmes que j'accompagne à travers mon activité. Comment je me suis sentie? En fait, je crois que je me suis laissée comme les jeunes filles, je me suis laissée bercer dans une forme de romance comme on peut le faire en fait à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et il y avait pas nécessairement de volonté de devenir parent. Je pense que c'était quelque chose je pense que je me disais à l'époque qu'il fallait le faire. Tu penses être amoureuse d'un garçon et puis bon, le moment arrive où vous devez vous rencontrer intimement. Et puis moi, je n'avais pas eu d'éducation sexuelle. Je n'avais pas eu quelqu'un qui m'avait parlé de la contraception, de l'éducation sexuelle, de la nécessité de se préserver, par exemple, parce que c'était très tabou et c'est toujours d'ailleurs très tabou. Et donc, je me souviens que quand cet événement arrive, ben je vais me confier aux copines. Je le dis toujours que ma mère m'a sauvé la vie parce que ma mère m'a dit à l'époque, si tu fais une bêtise, tu vas peut-être le regretter. Peut-être que c'est le seul enfant que tu auras de ta vie. Ok, je comprends. Tu as peur et tu as déçu tout le monde, mais il va falloir affronter ça. Et la pression que j'ai eue de sa part, c'est qu'elle m'a dit, tu feras comme tu voudras, ton enfant, tu vas l'avoir, mais tu n'abandonnes pas tes études. Sinon, ça n'aura servi à rien. Et donc, c'est là où j'ai cultivé ce côté revanchard de la vie, parce que je me suis dit, je me retrouve dans une situation que je n'ai pas voulu. Il faut que ça se finisse bien. Donc, je crois que ça m'a perturbée émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Ça m'a bouleversée familialement aussi parce que cet événement a engendré énormément de conflits entre les familles. À l'intérieur de ma famille aussi, j'étais, je crois que mon père a tout fait pour que je sois dans les meilleures écoles et pour lui, ça a été le signe du déclin. Donc, j'ai subi ce rejet de mon père qui n'a pas voulu me voir pendant 4 ans parce qu'il en avait honte, parce il en avait peur, parce qu'il en avait aussi, il avait aussi la douleur de son premier enfant qui est la relève, qui va échouer parce qu'elle a suivi un cycle qui n'était pas normal. La seule personne qui était vraiment là à ce moment, c'était ma mère qui a nourri l'espoir en me disant tu vas le faire, tu n'abandonnes pas. Et donc, je me suis accrochée pour elle et pour la petite. Et donc, je l'ai mal vécu au début. Hein. Je pense même, et je le cache pas, je le dis souvent dans certains stages avec les jeunes filles, j'étais une mère dégueulasse, horrible, énervée, perdue, tout le temps partie parce que j'étais en rejet de moi-même, j'étais en rejet de ma fille, je savais pas comment la traiter.
parce que on estime que ça se fait tacitement, en fait. Mais être mère, ça s'apprend. Et donc, je me suis perdue entre la petite fille qui voulait continuer à être une petite fille, je me suis perdue entre l'enfant qui est devenu mère, parce que ça aussi c'est une construction. Et ensuite, il a fallu être une jeune femme, continuer à être une jeune femme normale, mais en ayant quand même le saut de fille mère célibataire. Et ça, c'est une violence qui n'a pas de couleur, c'est une violence qui n'a pas d'identité, mais en fait, qui va sointer dans tous les rapports que tu peux avoir dans la famille, dans le cercle sentimental, à l'école, à l'université. Quand on sait que tu es une jeune fille mère, en fait, tu es porteuse de désespoir. Et donc, j'ai erré pendant une dizaine d'années pour me construire en tant que jeune femme. Sexuellement, c'était une catastrophe. Émotionnellement, ben, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à guérir de ça et on continue, hein. C'est pas un combat, c'est plutôt un aboutissement. Il faut travailler. Je continue à travailler sur ça. En, en parlant d'accomplissement, à quel moment le déclic se passe? Parce que je peux pas imaginer ce qui peut se passer dans la tête d'une adolescente de 16 ans, de savoir que en tant qu'enfant, tu vas avoir la responsabilité d'un enfant, tu as le regard social ou le regard des gens à affronter et tu n'as pas Mhm, nécessairement les clés, les rouages de la société dans laquelle tu évolues en tant qu'enfant. À mhm. quel moment le déclic se passe qui, qui donne naissance au commencement de celle qui va être Mamkoum? Parce que Le, ça me donne l'impression que Mamkoum a toujours été là, ou du moins, ouais, l'arrivée ouais, de ta fille a directement donné naissance à Mamkoum, mais non. dont tu n'avais pas nécessairement le nom et la capacité de pointer. Non, je pense que le déclic bon, Mam a peut-être toujours été là parce que je me souviens que quand j'étais enfant, par exemple, et c'est une histoire que j'ai racontée brièvement, sur Facebook, à partir d'un texte, j'ai raconté cette nouvelle aussi dans mon recueil de nouvelles à paraître. Mon père gardait, sa petite sœur chez nous et elle c'était une ado donc elle fricotait avec le fils du voisin et puis boum elle est tombée enceinte. Je crois que je devais avoir 7 ans 8 ans par là et moi j'étais la petite commissionnaire tu sais qui allait déposer les lettres et comme j'étais agile en fait et nos maisons étaient séparées par une barrière moi je sautais la barrière. Donc j'ai été la petite commissionnaire, celle qui parfumait tout ce que ma tante me demandait de faire, je faisais le guet pour que mon père n'arrive pas. Et quand elle est tombée enceinte, c'était la catastrophe. Et le gars, il a nié la grossesse. Je te jure que je suis allée dans la chambre de mon père, j'ai pris son calibre 12, je suis allée le menacer. Parce que ma tante en question avait fugué, parce qu'on l'avait bastonné, comme on dit. Et donc je sais pas ce qui m'avait poussé, mais j'étais contre cette injustice-là parce que je me disais, vous étiez dans la situation à deux, tu peux pas dire que c'est pas toi, tu peux pas, c'est pas possible, tu peux pas la laisser dans cette situation parce qu'elle va être en décrochage scolaire et puis après elle a fugué, donc elle s'est mise dans des dramas que j'ai commencé à imaginer en tant qu'enfant. Donc ça, par exemple, je peux te dire que Mam Koumbe était là, moi j'ai vu des adultes, des couples se battre. Quand j'étais enfant, mais je venais prendre la part de mes tantes parce que je me disais, mais on peut pas faire toute cette violence-là. Brûle-le, mets de l'huile chaude. En tout cas, j'avais déjà cet esprit, ne vous laissez pas faire. Je sais pas d'où ça me vient. C'est peut-être l'éducation que j'ai reçue de par mon père, mais Mam Koumba a peut-être toujours été là. Après, je te dirais que le premier déclic que je vais avoir où je me suis dit, faut que je parle, c'est la première visite que je vais faire dans le cadre de ma grossesse. Alors, je suis tombée sur une sage-femme à la PMI, donc celle qui s'occupe des visites prénatales, elle m'a déshabillée. Mais quand je te dis déshabillée, avec ces mots, elle m'avait agressée. Elle m'a agressée en me disant, tu vas pas faire la timide, tu écartes tes jambes, tu fais pas ça avec moi, les enfants d'aujourd'hui, vous comprenez rien. C'était violent. Et je me suis dit, mais tu me donnes plus de peur. Et j'ai toujours voulu en parler, mais je me disais à l'époque, la réalité, c'est que c'est moi qui me mets dans cette situation. Elle a raison. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle n'avait pas le droit, moi, de me brutaliser pour une situation aussi que je n'ai peut-être pas désirée. Donc, il y avait cette violence-là que j'ai remarquée de la part des femmes
dans des choses qui nous concernent en tant que femmes, et je me disais, mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi elles sont si agressives? Je te passe les détails des femmes que j'ai vues se battre autour de moi pour des hommes. Je te passe les détails des cousines que j'ai vues subir le veuvage. Mais en tant qu'enfant, je crois que ça m'a traumatisée, mais je pouvais pas en parler parce que j'avais pas les outils. Et donc, quand j'arrive à l'université, je pense que j'ai commencé à avoir des petits outils d'expression en m'engageant, en voulant être chef de classe, en voulant travailler mon leadership. Et puis, quand je rentre de France, de mes études supérieures en France, quand je rentre au Gabon, alors je n'ai pas la situation professionnelle qui m'intéresse forcément, et donc pour me débrouiller, comme on dit, j'ouvre un salon de coiffure et je dois embaucher des femmes parce que je ne sais pas tout faire. Et j'écoute les femmes en les coiffant, en prenant soin d'elles. J'écoute les coiffeuses que j'embauche qui sont des jeunes filles, parfois mères, et c'est là où le déclic me vient. Je me suis dit, on ne peut pas toutes vivre la même situation et passer le temps à se plaindre. Réunissons-nous, faisons quelque chose pour nous, parce que moi, je n'entendais jamais des hommes venir se plaindre de lait, des couches, de la nécessité d'avoir de l'argent du taxi. Et donc, mon engagement commence véritablement en 2014, lorsque j'ouvre mon salon de coiffure et que je gravite vraiment autour de la douleur des femmes, de ce que 80% de leur discours tournait autour des souffrances générées par leur relation avec les hommes. Ça peut être le père, ça peut être l'amant, ça peut être le mari, ça peut être le frère, ça peut être l'agresseur. Et donc voilà, je m'engage en fait. Mam Koumba, elle prend véritablement son essor en 2014 à l'occasion de cette petite association de quartier qui va finir par ONG aujourd'hui en fait. Ok, je vais prendre ça sur la note d'engagement. Et en effet, tu es connu pour ton engagement envers les femmes et ton activisme social. Euh, Est-ce que tu crois que la réalité de ta grossesse, c'est l'une des choses qui a motivé ou l'expérience dans ton salon? C'est vrai que tu l'as mentionné, mais j'aimerais peut-être asseoir ça de manière claire. Est-ce que tu penses que ces deux événements t'ont motivé à emprunter la voie que tu empruntes aujourd'hui? Et quelles sont les expériences qui ont façonné les convictions qui sont les tiennes maintenant, celles pour lesquelles tu te défends, celles pour lesquelles tu n'as aucune peur de lâcher Marundu quand elle est embêtée ou encore de faire un équilibre sur les deux? Oui, en fait, le statut de jeune fille mère, c'est un statut qui est reconnu socialement comme étant un statut précaire. Ça l'est, c'est une vérité. Si je n'avais pas été une jeune fille mère, peut-être que je n'aurais pas les convictions que j'ai aujourd'hui, même si j'avais déjà un certain leadership. Mais aller dans cette voie-là, c'est vraiment, ça part de mon expérience personnelle. Et ensuite, mon engagement véritablement, la nécessité pour moi de m'engager, c'est simplement quand je comprends que on est dans une forme de violence systémique en tant que femme. Au début, je pensais. C'est quoi une violence systémique? Alors, une violence systémique, c'est une violence qui va se reproduire dépendamment de l'âge, dépendamment du milieu social, dépendamment du niveau d'éducation. Donc, les violences, en fait, vont être systémiques lorsqu'elles vont se répéter à partir d'un circuit et de certains acteurs. Donc, je veux dire que si tu es une jeune fille mère aux États-Unis, tu vas vivre certaines violences que la fille qui va se retrouver au fin fond du Zimbabwe aussi. Elles auront peut-être pas toute la même coloration, ces violences, mais elles vont quand même exister parce que c'est le fruit d'une réflexion. C'est un système. Vraiment le mot système, c'est le fait que les bases soient les mêmes et il y a un effet de répétition. Donc moi, mon engagement, c'est vraiment quand je réalise que ce qui m'est arrivé n'est pas propre à moi. C'est propre à un système de pensée, c'est propre à une perception de la société. Et c'est là où je me dis, vu que c'est un système et que je ne peux peut-être pas l'affronter toute seule, il faut que nous qui sommes victimes de ce dit système, en fait, qu'on parle pour nous-mêmes, parce que la réalité, ce que je comprends, c'est que il y a personne qui va forcément aller au fond des choses. Quand on est une jeune fille mère, ce qu'on estime d'abord, c'est qu'on a failli et qu'il n'y a pas forcément d'avenir après.
Donc, on est déjà dans une case. Donc, on va nous précariser même en termes d'opportunités. Et on va se contenter de nous demander de rentrer dans une autre case qui va être, ben, je te fais le basique, hein. Écoute, il faut que tu trouves un père pour ton enfant. Si le père de l'enfant, il a pas assumé, il faut au moins que quelqu'un te marie. Et donc, au lieu de continuer à cultiver tes rêves, ben, tu vas peut-être chercher à rentrer dans cette case-là, à fuir ce statut. Et donc, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Il y avait plein de programmes, hein. Je ne dis pas qu'il y a rien qui est fait. Il y avait plein de programmes. On te dit, ben, écoute, quitte le système scolaire normal, va au centre de formation, apprendre un métier tout de suite, parce qu'on estime que tu vas être dans une situation qui va être précaire tout le temps, toute ta vie, sauf à part le moment où un homme va venir te redonner un peu de dignité, soit en t'acceptant, soit en t'épousant ou te prenant sous sa sécurité. Donc, c'était vraiment ça le cœur de mon engagement. Qu'est-ce qu'on fait pour nous-mêmes? Et puis, il y avait aussi que quand j'ai compris que c'était vraiment un système patriarcal, moi j'ai voulu aller en fait creuser les racines en me demandant mais comment ça peut se faire en fait qu'une jeune fille qui ne désire pas être mère va le devenir quand même. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Comment on fait pour justement prévenir ces situations-là? Donc, je suis rentrée dans une forme de sensibilisation, mais tu sais, ce n'est pas la sensibilisation pour dire utiliser des préservatifs seulement. Pas la sensibilisation par la peur, mais la sensibilisation par cet aspect psychologique qui permet d'aller aux racines justement. Et c'est là où j'ai découvert que, ben, il y a un cordon. Et c'est là où je donne un nom justement à mon association Filles, Femmes et Fières. C'est que les filles qui se retrouvent dans certaines situations, il y a un fil conducteur qui n'est pas tenu avec la mère. Et quand on vérifie, il y a un autre fil conducteur qui n'est pas tenu avec la grand-mère. Le truc qui est super intéressant en Afrique, et c'est là où je rentre de plein pied dans la culture et la spiritualité, c'est que quand on va regarder nos sociétés, notamment en Afrique francophone, il y a une absence de transmission de la culture à partir d'un moment donné de notre histoire. C'est quand on commence en fait la colonisation. Donc, il y a des rites qui se perdent, il y a des transmissions éducationnelles qui se perdent. Il y a le dialogue entre soi et soi qui se perd aussi. Et puis, il y a des sociétés qui rentrent dans une forme de modernité. Et puis, il y a des familles qui se disloquent pour plein de raisons. Et puis, chez les filles, on va voir ça dans une forme de déséquilibre qui emmène des grossesses précoces. Et chez les jeunes hommes, on va les voir en perte d'identité pendant un long moment avant de devenir des hommes accomplis. Et puis, parfois, ces hommes-là vont être eux-mêmes victimes de certaines violences. Et bien, ils vont violenter aussi autrui parce qu'ils sont pas écoutés. Donc, c'est un système, en fait. Et c'est là où moi, je me dis, écoute, j'y vais, j'essaye de comprendre et puis je fais ce que je peux. Du coup, Irina, moi, j'apprécie ton engagement, ou je dirais Mamkoum. Euh, Pourquoi prendre autant de fardeaux sur tes épaules, sachant l'histoire, le vécu que tu as subi de manière solitaire, les émotions que tu n'as pas pu exprimer, les frustrations que tu as engagées, les rabais, les insultes et tout ce que tu as pu vivre en tant qu'adolescente et jeune femme? Pourquoi prendre autant de fardeaux sur soi? Pourquoi? Donc, en fait, c'est pas, je te dirais pas que je le vis comme un fardeau. La réalité, c'est que si, si on ne met pas, pour contrer un système, il faut en créer un autre. D'accord? Ce sont des violences qui vont être intra et extra-familiales. Ça veut dire que ce sont des violences qui t'accompagnent indéfiniment. Donc, ce n'est plus un fardeau quand tu sais que la situation qui t'emmène à te retrouver au cœur de ce système, c'est une situation que tu ne pourras pas changer. Moi, je ne peux pas changer mon histoire. Je suis contente d'avoir été une jeune fille mère. Je suis contente d'être une femme qui essaye, en fait, de réveiller les autres femmes pour prévenir certaines violences. Mais aussi, je crois que le paradigme selon lequel je regarde mon engagement, je ne le vois pas comme un poids. Je le vois comme une nécessité pour moi. Je le vois comme une mission de vie en réalité parce que comme j'ai vécu ces choses, je peux en parler. J'ai la légitimité pour en parler. Je ne dis pas que celui ou celle qui n'a pas vécu ça ne peut pas en parler, mais j'ai le côté
j'ai des stigmates qui me permettent de dire aux autres, voilà comment je pense que vous le ressentez, parce que regardez, moi aussi, j'ai la même blessure, en fait. Mais moi, je fais le choix de faire de cette blessure la force qui va me pousser vers, qui va ouvrir toutes les portes, en réalité. Donc, fardeau, non, mission de vie, certainement. Parce que, si je n'avais pas été dans cette errance solitaire, je ne devais pas découvrir Mamkoum. Je n'aurais pas pu l'affirmer. Peut-être que je me serais contentée de vivre une vie banale. Mais aujourd'hui, en fait, je rencontre des femmes qui m'aident à me guérir parce que je me revois, en fait, et je réalise à quel point, mais je viens de loin. Et ça m'aide, ça me donne ça me donne du tonus pour ne pas m'arrêter. Mais c'est surtout aussi, si tu veux, je vais finir par là. C'est surtout que j'ai réalisé que si je ne m'engage pas, je prends le risque qu'une femme de mon environnement vive la même chose. Voilà. Euh, J'aimerais prendre un moment pour inviter Irina à 14 ans et demi OK. et lui poser la question de savoir comment elle va aujourd'hui en regardant qui Irina a pu donner naissance, non seulement l'enfant que tu as eu l'année qui a suivi, mais aussi la personne que tu es devenue au travers de Marundu et Mamkoum. Comment elle va? Comment vas-tu, Irina, de 14 ans et demi? Qu'est-ce que je faisais à 14 ans et demi? Ça, c'est la bonne question. Alors, à 14 ans et demi, peut-être que j'étais à Kouaben. Non, je pense que la vie était rose pour moi. Après, il y avait des choses qui se passaient autour de moi, surtout du point de vue de mes parents, ma famille immédiate que je comprenais pas forcément. Je crois que ce que je pourrais peut-être lui dire là, si je la revois, 14 ans, n'aie pas peur. Et puis tu n'es pas la justicière de ta mère, de ta tante, de ta sœur. Parce que je crois que je suis rentrée dans ce rôle-là très jeune. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Les problèmes d'adultes, ce sont des problèmes d'adultes. Donc, ne sois pas super effrayée comme ça par la vie. Et puis, non, tu es belle, tu as tout ce qu'il faut, tu as le bon teint, tu as la bonne taille. Être grassouillette, c'est OK. Euh, euh, non, tu n'es pas Jennifer Lopez, pas du tout. Mais tu peux être mieux, tu peux être Erika Badou. Et puis, peut-être lui dire que ça va aller très très bien, tu vas voir. Ça va pas être facile tout le temps, mais ça ira super bien. Tu vas voir, tu vas être une maman formidable et puis tout va bien se passer. Mais 14 ans, c'est pas le déclic. Je dirais que c'est un ensemble d'événements qui s'enchaînent, mais dans une rapidité extrême, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un basculement familial qui va me déséquilibrer, qui part, en fait, d'un événement que ma mère va vivre, en fait, un divorce. Donc, on va changer d'univers, on va rentrer dans vraiment un stage très puissant émotionnellement où, en fait, la personne qui te porte en tant qu'adulte elle-même perd ses repères et puis il y a une forme de, voilà. Donc, c'est en une année que tout bascule. Voilà. C'est intéressant quand tu parles de divorce parce que j'entends pas souvent les gens parler de comment est-ce que le divorce affecte les enfants dans les Ah, sociétés africaines. ben, C'est un intéressant échec, le d'entendre. divorce. Du coup, ta réaction sur cette question va me l'idée sur la prochaine question qui va nous emmener par la suite à parler de ton expérience aux États-Unis. Mhm. Et là, cette fois-ci, c'est pas nécessairement pour toi, mais parler à l'expérience, à la personne expérimentée que tu es aujourd'hui, aux Irina de 17 ans qui t'écoutent aujourd'hui, qui sont devenues mères à une période où elles n'étaient pas nécessairement prêtes, qui se font parler dur, qui passent par une crise identitaire, qui n'assument pas le poids qui leur est affligé. Qu'est-ce que Mamkoum, ancienne Irina, à 17 ans, peut leur communiquer à cœur ouvert de manière la plus sincère? Alors, déjà, pour clôturer sur le divorce, en fait, c'est tellement vécu comme un échec, surtout de la part des femmes, parce que le mariage est encore présenté comme comme la réussite ultime, que les femmes justement ne vont pas forcément dans ce processus engagé
un travail de réhabilitation émotionnelle. Le problème, c'est que les émotions, en fait, c'est un ensemble vraiment d'informations qui circulent dedans et en dehors de nous. Et ces émotions-là vont toucher les personnes qui sont directement connectées à nous, les enfants. Donc, un divorce, mais ça se prépare. Ça, c'est la première chose. Moi, je ne prône pas le divorce, hein, mais je dis que ceux qui vont se retrouver dans cette situation ou qui se retrouvent doivent prendre le temps de faire beaucoup de pédagogie avec les enfants parce que on va perdre ces repères, en fait, émotionnels, certainement. Donc, pour les Irina de 17 ans qui ne, qui ne, qui se cherchent et puis qui n'arrivent pas à se retrouver. Moi, je ne pourrais pas leur dire grand-chose, que tout va bien aller, hein. Tout ce que vous êtes censé vivre, vous allez le vivre. Mais quand on vit avec la certitude que demain sera toujours meilleur, on a moins peur et on dégage moins de vibes négatives. Par contre, les personnes à qui j'aimerais m'adresser, parce que les Irina de 17 ans ne sont pas prêtes à entendre certaines choses, j'ai envie de m'adresser aux mamans des Irina de 17 ans, aux grandes sœurs, aux pères, aux grands frères, aux oncles, aux tantes, aux grands-mères de ces enfants-là de 17 ans. À 17 ans, on n'est personne. À 17 ans, on se construit et on se construit à partir de 50% de l'émotionnel des adultes qui nous environnent. Je vous en supplie, mesdames, prenez le temps de parler avec vos enfants de façon décomplexée sur des sujets reliés à la féminité, à la sexualité, à la spiritualité. J'ai envie de parler aux pères, aux grands frères, à ceux qui sont légèrement plus âgés et qui font figure d'autorité. Que les pères apprennent à passer un moment avec leurs filles, à passer un moment avec leurs filles pour leur dire qu'elles sont belles, pour leur dire qu'elles ont de la valeur, pour leur dire que elles sont toujours protégées. Une enfant de 15 ans, ce n'est pas parce qu'elle a ses règles qu'elle est une femme. Ce ne sont pas des femmes. À 17 ans, on n'est pas femme. On n'a même pas fini d'être un enfant à 17 ans. On est à peine une fille, comme une fleur qui vient d'éclore. Les papas, si vous ne dites pas à vos filles que vous les aimez, elles vont aller chercher ça d'un homme dehors parce que c'est un système, c'est une construction. Les pères, si vous ne vous occupez pas de la corbeille intime, je vais être direct parce que c'est comme ça que je préfère m'exprimer, déodorant, serviette hygiénique, parfum, crédit de téléphone, crème, j'en sais rien moi. Toutes les coquetteries dont la femme a besoin. Si vous, en tant qu'homme, vous ne prenez pas cette charge, ou les femmes ne prennent pas cette charge-là, quelqu'un d'autre à l'extérieur du foyer le prendra. Vous ne devez l'idée que par l'exemple. Si vous n'êtes pas à la maison à 17 heures ou à 20 heures, vos enfants, pendant le temps que vous n'êtes pas là, ils vont aller chercher l'attention ailleurs et spécifiquement les filles parce qu'à 17 ans, on rentre dans un corps de femme. Donc, on a besoin de validation, on a besoin d'acceptation. Les grands-mères, les tantes, fusionner avec vos neveux, vos nièces, vos enfants, vos petites filles. Pourquoi? Parce que on n'a pas toujours le courage de parler à ses parents, mais il faut un membre de la famille qui va être le confident d'un enfant pour que l'enfant crée une zone safe d'expression. Et vous allez être le médiateur avec les parents au cas où le lien n'est pas forcément direct avec le parent immédiat. Où sont passés les tatas qui venaient raconter des petites histoires, les tatas qui faisaient la médiation. Il faut que tout le monde se rappelle de son rôle. Voilà, moi je peux pas, les enfants de 17 ans, le cerveau émotionnel n'est pas encore, il est encore en construction. On ne devient pas femme à 17 ans. Par contre, il y a déjà des femmes qui sont là. C'est sur ces femmes-là qu'il faut travailler. Et puis, je vais être triviale. Laissez un peu l'héchiza de vos maris. Occupez-vous de vos enfants. Pardon. Je pense que je vais repousser l'expérience américaine pour venir justement sur ce truc. Il y a beaucoup d'hommes qui ont voulu être à cette session parce qu'ils avaient beaucoup de comptes à régler avec Marundu. C'est intéressant d'entendre le conseil que tu donnes aux hommes, pendant que beaucoup d'hommes pensent que tu induis beaucoup de femmes
Dans sur le les mauvais chemin et que tu prêches quelque chose que toi peut-être tu ne vis pas, tu ne tiens pas en compte des réalités du pays, tu ne tiens pas en compte de certains éléments de nos traditions et de nos valeurs en ce qui concerne le positionnement de la femme. So, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Écoute, ce que j'ai à dire d'abord, c'est que moi, je suis mère de garçons, d'accord? Moi, je suis la mère de tous mes papas. Et tous mes papas m'appellent maman parce que je suis leur grand-mère. Enfin, je porte le nom de leur mère. So, j'observe les hommes comme j'observe les femmes. Je n'ai pas vocation à venir dire aux femmes ce qu'elles doivent faire. Je ne peux que leur dire ce que je pense être utile pour elles. Et elles font le choix d'écouter ou de ne pas écouter. Je ne suis pas une influenceuse. Je ne peux pas les influencer. Par contre, j'ai la chance et l'opportunité et j'ai même le privilège, en fait, d'écouter à peu près 50 femmes par semaine. À peu près, que ce soit dans le cadre de mon ONG ou dans le cadre de confidences ou de personnes complètement anonymes qui m'écrivent, que je prends la peine d'écouter parce que des fois, je trouve que c'est intéressant. Je peux apprendre beaucoup de ces personnes. Moi, j'ai la chance de les écouter. Et ces femmes-là, on va parler du Gabon. Le discours qui revient toujours, c'est que je retrouve des femmes de tout âge en manque je voulais dire confidence en anglais, de confiance en soi, de self-esteem. Ça tourne toujours autour des hommes. Quand tu vas regarder, soit le père ou la figure d'autorité masculine a été défaillante, et puis on va chercher un gros sac d'amour dehors. Le problème, c'est que les hommes qui sont dehors, ils n'ont pas vocation à être des psychologues, ils sont pas vos pères, ils sont même pas vos frères d'ailleurs. Moi, je le dis tous les jours que même son mari, on n'est pas parenté à son mari, on est parenté à son enfant. On va pas attendre que l'autre vienne nous guérir. Il faut faire un travail, il faut se préparer avant de s'engager dans une union parce que c'est la confrontation des émotions qu'on a vécues. OK? Et toutes ces femmes-là sont en recherche de validation, sont en recherche d'un amour, en fait, qui frise à l'oubli de soi. Et c'est pourquoi j'ai fait cette boutade en disant, arrêtez de vous occuper des chisas, occupez-vous de vos enfants. Pourquoi? Parce que tu vas avoir la majorité des femmes des relations qui sont un peu validées par la société, qui autorisent en fait des unions qui sont extrêmement complexes. Attention, je ne suis pas en train de juger le type d'union, hein. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Par contre, ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est vous qui devez choisir avec qui vous vous mettez en couple et pas le contraire. Il faut déconstruire cette idée que l'homme vient t'honorer. Avant, tu n'avais pas d'honneur. 50% de ce qu'on dépense dans les festivités de la dot sont fournis par la famille de la femme et parfois par la femme elle-même. C'est un échange de bons procédés. Un homme ne viendra pas te donner l'honneur dont tu as besoin. Le statut de mariage, ce n'est pas un statut qui épanouit forcément. Le mariage est une entreprise où il faut apporter un capital spirituel, un capital émotionnel, un capital culturel, un capital financier et un capital sentimental. Donc, si vous vous attendez que ce jeune homme qui arrive sur son cheval ou dans son taxi ou meurt arrive avec tout le capital pour venir vous sauver, vous allez vous faire du mal, vous allez perdre confiance en vous. Et le problème, c'est que quand il y a des enfants, en fait, nos enfants, ils aspirent nos émotions. Et donc, tu vas avoir des femmes qui vont passer le temps à pleurnicher et qui vont oublier de se développer pour elles-mêmes parce que la personne par qui elles attendent une certaine validation est en train de papillonner. Et ce dernier, il papillonne parce que c'est culturel chez nous. C'est culturel. On est dans des pays où on ne lit pas. Il n'y a pas assez de bibliothèques. Il n'y a pas assez d'aires de jeu. Il n'y a pas assez de salles de sport. Donc, les hommes, pour se sentir dans une certaine forme de masculinité et de virilité, vont courtiser énormément de femmes et ça va engager des enfants. Ça va engager des relations extrêmement complexes. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de fleurs qu'on papillonne? D'où l'importance. Un papillon, il se nourrit en fonction du nectar qu'il trouve sur les Ah ben, plantes. je Et suis c'est un désolée. cycle parce qu'en se nourrissant, il donne vie aussi à la plante. Donc, il y a un écosystème là qui existe. Oui, il y a un écosystème. Le souci, c'est que cet écosystème-là, ce qu'on nous a dit de faire, c'est qu'un seul papillon correspond à une seule fleur.
Moi, je sais pas qui a décidé ça. Moi, je sais pas, les gars. Choisissons. Soit on revient à cette époque où on disait que le seul but du papillon, c'est papillonner sur toutes les fleurs et que ce papillon ne te sera pas exclusif. Il faut accepter aussi que la fleur ne te sera pas exclusive, que quelqu'un d'autre peut venir papillonner. Quand on va trouver la réponse de ça, ça va aller. Moi, je sais pas qui a décidé de l'exclusivité, mais ça ne fonctionne pas dans nos sociétés. Donc, moi, je dis, papillon, faites du mieux que vous pouvez, faites votre fonction, les gars, papillonnez, je suis avec vous. Par contre, quand un autre papillon vient là, butiner aussi sur la même fleur, les gars, la fleur ne fait que faire son travail, elle donne le pollen et tout le monde est content. Ok les gars, pour des raisons professionnelles, je ne vais pas continuer sur cette voie. Je vous invite à donner vos réactions en commentaire et de dire tout ce que vous avez dans le cœur à Mamkoum. On est en Je vous live? préviens, elle a du répondant. Ok, ok. Bah, en tout cas, Euh, mais vraiment, non, non, c'est juste, on on n'est pas en live. taquine, mais bon, on taquine, mais il y a tout un écosystème, en fait, et c'est pourquoi je te disais que il y a beaucoup de violences qui vont être systémiques du fait on vive dans des pays où nous sommes en désaccord avec nos valeurs intrinsèques. L'homme africain considère, notamment gabonais, considère qu'il est polygame. Mais la polygamie, ça s'entoure de droits et ça s'entoure surtout de devoirs et d'obligations. Donc, tant qu'on ne va pas clarifier ça, on va se retrouver dans cet écosystème qui brutalise tout le monde, les hommes y compris, en fait. Du coup, est-ce que tu tiens le même discours avec les femmes dans ta famille? Parce que quand on parle de Mamkoum qui a inspiré le personnage que tu es aujourd'hui, vient-elle, tu as aussi parlé du fait que tu viens d'une famille où ton papa avait plusieurs épouses. C'est pas une forme d'hypocrisie d'inciter les femmes à des valeurs qui ne reflètent pas nécessairement ta réalité dans la maison? Ou quel est ton engagement, ton positionnement face à ces sujets sur un plan personnel ou familial? Bon, ce que je pourrais peut-être dire, c'est que j'ai beaucoup subi en fait ce qui se passait dans mon entourage, notamment familial immédiat quand j'étais plus jeune, parce que bon, quand tu as la chance d'avoir un papa qui aime bien les femmes et qui les aime et qui fait des enfants avec, en fait, tu papillonnes pour le coup. Aujourd'hui, tu es contente de dormir chez ta telle, tu sais même pas très bien qui est qui. Et puis, ça crée aussi parfois des violences sans le vouloir. Moi, je n'ai pas vocation à juger ce que les gens ont fait avant moi. Je n'ai pas vocation à juger ce que les gens font. Dans quel système relationnel les gens se trouvent. Je n'ai pas cette compétence parce que les gens agissent à partir de leur propre perspective. Par contre, elles vont venir me retrouver. Soit parce qu'elles vont pleurer, soit parce qu'elles vont se questionner, soit parce qu'elles seront perdues. Et moi, tout ce que je fais, c'est me nourrir suffisamment pour leur donner des outils en disant, hey, tu as ce carrefour de la vie où il faut que tu parles à quelqu'un, c'est super. Je vais te parler, mais je vais te donner les clés pour que une autre femme vienne chez toi et que peut-être tu préviennes, que tu évites qu'on se retrouve dans une situation où tu dois pleurer et je dois t'éduquer, voilà. Donc, dans ma famille, moi, une famille, c'est une famille avec son histoire. Je ne peux pas changer l'histoire de ma famille, que j'adore des deux côtés. Moi, je le dis toujours, l'ancrage culturel que j'ai là, c'est parce que mon père a des enfants partout dans le Gabon. Je peux aller, je suis née à Lambaréné, j'ai grandi à Boué, mon village c'est à Kango. Ça, c'est une chance que mon père m'a donnée. C'est une chance que mon père m'a donnée, mais inestimable, tu n'as pas idée. J'ai des demi-frères et des demi-sœurs partout que je continue à découvrir et je suis très, très, très contente, ok? Mais dans ma famille, ce que je fais, c'est d'être la femme authentique que j'aimerais être. Moi, par exemple, quand les gens dans ma famille savent que je vais assister à un mariage traditionnel, tout le monde a peur de dire tu te soumettras à cet homme-là. Pourquoi? Parce que j'ai passé le temps à dire aux gens de ma famille, vous m'arrêtez vos histoires là, ok? Quand moi je suis là, vous réfléchissez à deux fois. Est-ce que vous connaissez la définition du mot soumission? C'est une brutalité. Moi, là où je suis, vous ne me brutalisez pas, je connais mes droits. Et ce que je fais, et c'est peut-être ça le plus jouissif dans ce que je fais, c'est que les filles de ma famille qui sont dans l'âge de questionnement viennent me voir en me disant, écoute,
voilà, j'ai telle situation. Les femmes aussi de ma famille qui sont décomplexées, certaines viennent me voir. Elles viennent dorénavant me voir pour me dire, oui, je sais que ça, ce sont tes sujets à toi. Bon, voilà, j'ai telle situation. Mon mari, ça s'est passé comme ça. Je les envoie au tribunal. Je fais un travail d'éducation dans ma famille pour dire, aller au tribunal pour dénoncer une violence, ça ne veut pas dire qu'on va mettre ton mari en prison. Ça veut dire qu'on te donne des outils pour te protéger. Les hommes de ma famille, par exemple, lorsqu'ils discutent avec moi, ils s'abstiennent de sortir des clichés. Je les éduque en fait autant que je peux. En réalité, si tu veux, moi je suis comme une onde de Wi-Fi. Tu te mets autour de moi, tu rentres en fait dans mon paradigme, quoi. Je n'accepte pas les violences, je ne supporte pas qu'on discrimine les femmes. En fait, c'est ma façon de t'éduquer. Donc ma famille, je l'adore, je ne la changerai pour rien au monde, mais je me sers de mon engagement pour dire à cette famille-là que on a la chance d'avoir des personnes super intelligentes, que chacun dans son domaine se déploie suffisamment pour qu'on crée un empire autour de quelque chose, autour des valeurs familiales qu'on a. Donc, non, je ne prêche pas le contraire. Tout le monde sait, même chez moi, même mes voisins savent que je suis féministe. C'est trop tard, c'est trop tard. Pourquoi les USA? Alors moi, euh, après mon bachelor au Gabon, j'ai étudié les relations internationales en France, à Paris, et je me suis spécialisée en diplomatie. Et dans la diplomatie que j'ai étudiée, je me suis encore spécialisée un peu plus en médiation politique et culturelle. Euh, j'ai eu l'occasion de faire de très bons stages intéressants, et puis j'ai eu une ouverture pour un stage dans un service diplomatique au Gabon. Et je rentre au Gabon où j'exerce pendant à peu près 4 ans. Et là, je rencontre des difficultés administratives, des lenteurs administratives liées vraiment au cœur de la fonction publique. Euh, et dans ce mouvement-là, en fait, pour migrer d'étudiante à professionnelle, j'ai l'opportunité de venir terminer mon travail de mémoire aux Nations Unies par le biais de notre mission diplomatique aux Nations Unies. Et donc, je fais un stage super intéressant d'à peu près 2 ans et je vis à New York. Et là, c'est vraiment j'ai les étoiles plein les yeux à l'époque. Bon, ben, quand tu arrives aux États-Unis et tu tombes à Manhattan, c'est pas le bon chemin, hein. Ça te déroute complètement entre les buildings, la vie chère et tout ce qui va avec. Mais il y a vraiment le travail diplomatique lui-même me plaisait beaucoup, mais la qualité de vie après quelques mois, je me rends compte que euh, pour afford ça, je sais pas comment on va dire afford, pour pouvoir supporter ce coût de vie-là, ça demande beaucoup. Et puis, j'ai trouvé que les États-Unis, ce que ça m'a apporté durant les 2 ans de stage, c'est que je me suis retrouvée dans une forme de solitude qui m'a plu. Les longues errances dans le métro pour rentrer chez soi, ça te donne le temps de réfléchir, de créer, ça te donne un espace. Peut-être parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore vraiment d'engagement familial. Mais toujours est-il que j'ai aimé mon expérience professionnelle et je suis rentrée au Gabon. Parce que je me suis dit, ben, il faut que je travaille quand même pour mon pays. Et j'ai travaillé pendant 4 ans où je me suis laissée emporter par la passion du métier sans pouvoir même être rémunérée. Et puis au bout de 4 ans, ben je me suis arrêtée en me disant que ça faisait un moment que j'avais terminé mes études supérieures et je voulais savoir professionnellement là où j'avais envie d'aller. Et le Gabon ne m'a pas donné l'opportunité que je souhaitais à l'époque, donc j'ai simplement je pense que j'ai fait le point des endroits là où je me suis sentie vraiment à l'aise professionnellement et les États-Unis, c'était plutôt correct. Par contre, quand je suis revenue, vu que je n'avais plus la couverture diplomatique, il fallait que je me réoriente, il fallait que il fallait que je me retrouve encore professionnellement. Et donc, j'ai eu la chance de partir de New York, qui est un État très, très cher. Et je suis venue dans un plus petit État parce que cette fois-là, je suis venue avec ma fille. Et donc,
C'était le but, en fait. Pourquoi les États-Unis? C'est parce que je voulais donner à ma fille cette ouverture sur le monde. Moi, quand j'étais très, très jeune, je rêvais de venir vivre aux États-Unis. Je pense que j'avais visualisé ça. J'avais 7 ans à l'époque. Je disais à mon père, je vais vivre aux États-Unis. Je regardais un film. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et donc, je me suis dit, je vais offrir ça à ma fille. Et puis, on est arrivé ici et je pense que je suis repartie aux ressources humaines de mon bachelor, parce que j'ai eu un bachelor en ressources humaines. Je n'aimais pas les ressources humaines d'ailleurs à l'époque. Et je suis revenue aux ressources humaines parce que l'état dans lequel je vis, il n'y a pas beaucoup d'activités diplomatiques ni dans les relations internationales. Donc voilà, je me suis reconstruite professionnellement. Euh, L'influence des femmes. Alors, ce qui me ravit et ce qui m'a donné le courage de me lancer professionnellement et d'avoir la gagne que j'ai, c'est que j'ai eu la chance de travailler dans des environnements professionnels là où les femmes ne sont pas harcelées. Harcelées dans le sens visiblement, je veux dire que ce n'est pas une culture de gratter la pomme de la main d'une femme. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ok de draguer euh, parce que tu es le supérieur hiérarchique, ben tu vas faire des avances en fait à la personne. Ça se fait ici, mais c'est très lourd de conséquences. Et aussi des espaces là où bon, moi, je sais pas comment en France on en arrive là, mais ici, la femme, tu es payé pour les heures que tu travailles au même salaire. Après, peut-être que dans d'autres dimensions, c'est pas tout à fait ça, je n'en suis pas sûre, mais moi, les boulots là où je suis passée, on ne te questionne pas sur ton genre. On ne te questionne pas sur ta condition féminine avant de te donner un salaire. Tu appliques pour un boulot, tu vois le salaire qui est là. Si tu penses que tu es compétent, tu appliques et tu passes ton interview. Si tu es retenu, ben, tu seras traité en fait avec beaucoup d'équité. Et puis, moi, là où je travaille en ce moment, je t'assure, c'est formidable et c'est un truc ça m'a éclairé les neurones une fois de plus. On est dans un service, nous sommes j'ai envie de dire, on est 90, il y a à peine 5 hommes. 5. Pas parce que on ne veut pas avoir d'hommes, mais parce que j'ai compris en observant la façon de travailler ici à l'américaine, les femmes sont beaucoup plus productives. Une fois qu'on leur donne les outils et l'espace pour le faire, elles ont une capacité d'engagement qui accroît en fait la productivité. Et donc, je vois des femmes directrices tenir des réunions de haut niveau et je me dis, mais en fait, c'est possible. Et quand je vois des femmes travailler en étant belles, coquettes, très féminines, en se congratulant toutes les 5 minutes, en s'opposant aussi dans des réunions où elles posent leur avis et puis elles arrivent à prendre des décisions, moi je me dis toujours, est-ce que si on avait le contraire, cette organisation serait aussi structurée? Parce qu'il y a plein de femmes directrices chez nous et elles se, elles se, elles se tirent vers le haut. Et moi, ça, c'est un exemple qui me conforte parce que je me dis, ce discours, il faut laisser les femmes. Les femmes, elles sont peut-être la clé de l'évolution de la crise qu'on vit aujourd'hui. Et je crois que les femmes sont l'avenir de l'Afrique. Seulement, il faut arrêter de les laisser dans la cuisine, mais dans tous les sens, physiquement, émotionnellement. Il faut qu'elles sortent des cuisines parce que le changement viendra d'elles. On a essayé les hommes pendant énormément d'années. En termes de leadership politique, managérial, ça fait 60 ans qu'on voit ce que ça donne, n'est-ce pas? Essayons les femmes. Je crois que j'aurais dû avoir une autre présentatrice pour cette émission parce que je peux pas me défendre personnellement vu que je suis censé représenter la communauté qui m'a donné la responsabilité de le faire. Mais c'est bien que tu aies anticipé sur la question que je voulais poser par la suite. C'était justement celle de savoir quand on dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Qui rentre en jeu pour répondre à ça? Est-ce Marundu, Irina ou Mamkoum? Qui est la Ben, mieux placée pour se positionner par Marundu, rapport à ce... Marundu, elle va te dire, elle ne fait que faire la porte-parole, mais même, il y a de tout le monde, il y a de tout, nous sommes toutes là dans cette question. En fait, si tu veux, quand je dis qu'il faut arrêter
de penser que la place des femmes, c'est à la cuisine. Moi, je m'adresse d'abord aux femmes. Et je le dis souvent, que je ne suis pas un homme. J'aurais du mal à éduquer les hommes, ok? Je vais m'arrêter aux limites de ce que je peux produire moi en tant que femme. Quand je dis que la place des femmes ne peut pas se contenter que d'être dans la cuisine, c'est parce que les femmes elles-mêmes n'ont pas une bonne définition de quoi c'est la cuisine. La cuisine est un lieu d'ingénierie. C'est un lieu de réflexion, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu de construction médicale. Les femmes avant soignaient par le fait de cuisiner. Cuisiner, le schéma, en fait, tous les gestes que tu produis dans la cuisine lorsque tu es en train de concevoir un plat, c'est une élévation spirituelle. Tu fais exactement la même chose quand tu fais l'amour, ok? Il y a des écrivains qui en parlent, il y a des poètes qui en parlent. Il y a une poétesse formidable qui s'appelle Nanda qui a écrit un texte qui s'appelle Coco, là où elle mime en fait la préparation du plat de Niemboué magistral. Cuisiner, c'est un art. Et je refuse qu'on limite la femme à cet état de servitude dans la cuisine où on veut penser que cuisiner, c'est parce que tu ne sais rien faire d'autre dans la maison. Moi, je le dis aux femmes. Quand on vous dit que vous êtes dans la cuisine, la réalité, c'est que pour la plupart, quand on fait le point des dépenses, les femmes dépensent plus pour cuisiner. Donc, Tantine, si c'est toi qui dépenses plus là, il faut pas qu'on te laisse seulement dans la cuisine. Non, il faut que tu deviennes le chef de la cuisine, le chef de ton foyer, parce que c'est toi qui conçois toute la magie autour. Donc, quand moi je dis que la place de la femme ne peut pas se limiter à la cuisine, c'est parce qu'il y a énormément de corps de métier dans les femmes. La société ne peut pas se priver, je vais le redire simplement pour que les gens me comprennent. Dieu a donné des talents aux gens, pour ceux qui croient en Dieu. L'univers, Dieu, Nzambekana, Jésus. Chacun tire la couverture du côté là où il a le moins froid, ok? Celui qui nous a créés, celle qui nous a créés, moi je pense que c'est celle qui nous a créés, cette entité, nous a donné des prédispositions, va nous mettre dans un schéma de vie qui nous donne des outils. Les humains sont liés entre eux. Ok, on ne peut pas, la société ne peut pas se priver d'une capacité à évoluer parce que un seul individu a peur que sa femme sorte de la cuisine. Premièrement, cet individu-là n'est pas ta propriété. Avant, je le dis aux femmes et je termine là-dessus, Ben, c'est incroyable. Le seul statut que la nature nous assigne, c'est d'être la fille de nos pères. Toutes les femmes ne seront pas les mères de quelqu'un. Toutes les femmes ne seront pas les épouses de quelqu'un. Toutes les femmes ne seront pas les sœurs de quelqu'un. La seule chose dont on est sûr quand on vient dans ce monde, c'est d'être la fille de quelqu'un. Tout le reste, c'est la vie. C'est nous qui décidons. Ok? Quand tu n'es pas la sœur de quelqu'un, quand tu n'es pas la mère de quelqu'un, quand tu n'es pas l'épouse de quelqu'un, est-ce que tu ne fais plus partie de la société, Ben? Non. Bon, fais ce que tu es venu faire. Parce que si tu n'es pas la sœur, si tu n'es pas la mère, si tu n'es pas l'épouse de quelqu'un, tu es un membre actif de la société. Donc, il faut que tu nous donnes ce pourquoi tu es né précisément au Gabon, dans telle famille, dans telle ville, dans tel village, dans telle ethnie, dans tel clan. Il faut que tu viennes accomplir ta mission. Donc, chacun de nous doit déployer tout ce qu'il y a de merveilleux pour que la société puisse avancer. Et lorsque les femmes passent seulement le temps là dans la cuisine là, la société se prive d'une lumière et on a besoin de toute la lumière possible pour pouvoir créer et léguer aux générations futures. Ouf. Une fois de plus, n'hésitez pas de contrecarrer, de supporter ou de valider ce qu'elle dit dans la barre des commentaires. Et du coup, Mamkoum, on vit dans un monde qui peut être parfois rude et je pense que tu le sais mieux que moi en étant parent, femme et professionnel. Comment est-ce que tu prends soin de ton bien-être? Est-ce que tu as des activités, des rituels qui t'aident à rester centré et équilibré? On a parlé de tes combats, on a parlé de tes passions, mais je pense qu'il est important aussi de savoir comment est-ce que tu fais pour tenir. Peut-être ça peut inspirer quelqu'un ou voilà un petit peu quoi. Alors, je pense que le déclic que j'ai eu il y a quelques années,
en étant perdue, en essayant de me trouver, en essayant d'accoucher de Mamkoum, c'est que je me suis rendu compte que j'étais comme la plupart des femmes de mon âge à l'époque, tournée vers autrui. Tu sers ton père, tu sers ta mère, tu sers ton frère, tu sers ton amoureux, tu sers tout le monde, mais tu ne t'écoutes pas parce que le cycle est fait pour que toi, tu sois au service de. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité, après mes études, de rentrer dans un long moment de solitude parce que je me cherchais. Et donc, la solitude m'a appris à, à me parler, à m'écouter. Donc, moi, quand j'ai commencé par écrire. J'ai des tonnes d'agendas. Je pense que j'en ai 6. J'écris mes pensées. J'écris mes peurs, j'écris mes peines, j'écris mes doutes, j'écris mes projets, j'écris mes visions, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Ça, c'est vraiment le premier acte que je fais pour prendre soin de moi. Ensuite, quand je suis rentrée maintenant dans l'exercice de ma spiritualité, je suis bouddhiste, j'ai appris à pratiquer le culte des ancêtres. Mais le culte des ancêtres que j'ai appris moi à pratiquer, c'est pas uniquement de rendre un hommage par des festivités. Je pose une table, je pose une nappe, je pose des cierges et je parle à ma grand-mère parce que je considère, moi, en tout cas dans ma façon de me déployer spirituellement, qu'elle est mon ange gardien immédiat. Donc, je parle à Mam Koum, l'original, pas la pacotille que je suis. Je lui parle à elle et je lui dis que tu m'as tellement tout donné. Tu as donné naissance à mon père qui me donne naissance à moi. Donc, tu as choisi de te réincarner en moi. Voilà la difficulté que je suis en train de vivre. Et toi qui es le cordon de tellement de personnes avant moi, vous, mes ancêtres, je me sens mal. Aujourd'hui, je suis triste, j'ai telle situation. Et donc, je me mets là et je parle à mes ancêtres et je le fais en obéissant à quelques petits rituels que tu connais. Peut-être que tu as vu quand tu étais petite, tu sais, tu prends la bouteille de vin, tu craches à gauche, tu craches à droite, tu donnes à la terre. Alors, je fais ça et puis après, je passe une période de gratitude parce que je suis convaincue et je sais que j'ai été écoutée et je remercie l'univers, je remercie mes ancêtres et puis je me mets dans ce mood où je me dis, j'ai parlé à des gens qui m'aiment tellement qu'ils ont voulu me donner la vie. Parce que si ma grand-mère avait avorté de mon père, moi, je serais pas là. Donc, qu'est-ce qu'elle peut me refuser, ma grand-mère? Elle est le médiateur entre Dieu et moi. Donc, je lui donne ma lettre. Elle va la poster, c'est sûr. C'est le meilleur, c'est le meilleur agent de poste office qui existe. C'est cette femme-là. C'est pourquoi je la célèbre en m'appelant Mamkoum. Donc, voilà ce que je fais. Et puis, j'adore l'art. En fait, mon père m'a bercé dans la musique et la poésie très jeune. Donc, quand je veux me couper du monde, je lis. Je lis, j'écris des poèmes, j'écoute énormément de musique. Il y a d'ailleurs des gens qui me demandent comment je fais pour écouter toutes les musiques du monde, mais je me connecte à l'énergie positive de la musique. Donc, je prends ça. Et puis, ça, je vais peut-être parler aux femmes, mais c'est important. Je crois que quand mes enfants ont un écart de 17 ans, donc quand j'ai eu mon fils, moi, en bonne africaine qui accouche aux États-Unis, je me dis, oh, médicalement, je suis au top level, ça s'est tellement bien passé. Et puis, un an après l'accouchement de mon fils, j'ai esquivé toutes les consultations avec la psychologue et je suis tombée en dépression postpartum. Je suis tombée C'est quoi la dépression postpartum? Alors, la Pour ceux-là dépression. qui connaissent pas. Ok, la dépression postpartum, c'est une dépression que les femmes uniquement vivent après l'accouchement. Cette dépression est alimentée par des facteurs qui vont être hormonaux. En fait, il y a une chute d'hormones parce que le corps se concentre pendant 9 mois pour alimenter le fœtus qui va devenir le bébé. Donc, on transmet une partie de nos hormones et puis après, on n'a plus de ressources qu'il va falloir reconstruire. Donc, dans cette chute d'hormones, eh bien, il y a un bouleversement hormonal qui te rend triste parce que tu n'es plus alimenté. Ensuite, il y a la dépression postpartum aussi s'alimente à travers la charge mentale. La charge mentale, c'est la mère qui va se lever pour allaiter, qui va faire les biberons, qui va tout faire toute seule. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup les femmes qui vivent dans des zones occidentales, si je peux dire, des zones modernes, parce qu'en Afrique, on a trouvé la solution pour ça. Et donc, tu vas accumuler la fatigue et puis
En tout cas, moi, je l'ai vécu comme une voix intérieure qui me poussait au suicide, qui me poussait à taper mon enfant, qui me poussait à fuir les cris de l'enfant. Euh, la fatigue, tu dors pas parce que tu sais que tu as un enfant qui est là à charge et puis ça te crée des réflexes de peur. Et puis, c'est une peur qui ne te lâche plus. Donc, la dépression postpartum, c'est vraiment une dépression qui se soigne sur le long terme. Je fais beaucoup d'efforts. Donc, moi, depuis cette dépression-là, quand j'ai compris ce qui m'arrivait, j'ai appris à me prioriser. Par exemple, le dimanche, je ne me lève jamais du lit avant 14 heures. Que je sois malade, fatiguée, que j'ai eu un week-end tumultueux ou pas, je ne me lève pas avant 14 heures parce que je veux que mon métabolisme assimile qu'il y a le calme autour de moi. Donc, je me donne du temps pour dormir. Euh, je me donne du temps pour le self-care. C'est-à-dire, je me fais extrêmement belle tous les matins. Je m'habille très, très, très bien en tant que femme parce que j'ai besoin de travailler, que mon cerveau voit une personne qui est très aboutie parce que ça m'aide à rester mentalement très stable. Ce que je fais aussi, c'est que je pratique le lâcher prise. Quand c'est compliqué, je laisse à ma grand-mère, je quitte dans la situation. Voilà, donc voilà ce que je fais vraiment pour le self-care. Le self-care, c'est chacun doit trouver sa façon de se sentir bien avec lui-même. D'autres prient, d'autres méditent. Moi, le matin, avec mon fils, je prends mon petit tapis de yoga, je mets de la musique et on danse là pendant 15 minutes. D'ailleurs, je suis en retard tous les matins à cause de ça, mais c'est ma façon à moi de libérer le stress. Et puis, il faut se dire qu'on est écouté, hein. On n'est jamais seul. Il y a quelqu'un qui est là autour de nous, qui ne nous lâche pas. Et moi, je me représente cet ange gardien comme étant ma grand-mère. Et je suis extrêmement confiante qu'elle ne peut pas m'abandonner. Donc, même quand c'est dur, je me dis non, mam, comme c'est ma gossure, elle va jamais me laisser dans les troubles. So, je reprends mon sourire. Inspiré de Mamkoum, et vu que tu n'es qu'une extension de tes ancêtres et donc de tes aïeux, tu n'es pas une entité singulière au-delà même des personnages que tu as donné naissance, euh, je suis curieux de savoir, c'est quand la dernière fois que tu t'es dit que tu t'aimais et pourquoi est-il important, si tu l'as fait ou si c'est un exercice que tu pratiques, et quelle est l'importance de se dire qu'on s'aime en tant que femme vivant dans les temps dans lesquels nous sommes ou en tant qu'individu de manière générale? La dernière fois que je me suis dit que je m'aimais, tout à l'heure, hein, quand je mettais mon foulard et tout, je me suis dit, ouh, j'ai les moyens de mettre Burberry à la tête. On peut faire ça? Je t'ai eu. Je t'ai eu. C'est vrai en plus. C'est vrai. Je t'ai eu, hein. Elle est bonne celle-là. Non, Et c'est du la coup, c'est vérité. quoi la nécessité? C'est quoi la nécessité de se dire, Non, de en fait, se... tu vois, ce foulard Burberry, je me suis saignée pour l'acheter à un moment. J'étais très fan de la marque, tu vois. Je me suis saignée. Et au début, je me disais, ouh, chaque hiver, je vais saper mon truc aujourd'hui. J'avais mon podcast. Je me dis que Burberry, je m'en fous de qui tu es. Je t'ai déjà acheté. Allez, je te mets sur le foulard parce que je m'aime et parce que je le vaux bien. Donc, tu vois, je me suis dit ça en me regardant. Je me suis dit, écoute, c'est dimanche. Je vais parler avec mon frère. C'est mon frangin. Je m'aime. Et je veux lui montrer aussi que je l'aime parce que je veux lui consacrer du temps. Le dimanche, moi, je parle pas beaucoup, tu vois. Donc, je me suis dit ça en me regardant dans le miroir, que je suis arrivée au niveau dans ma vie où je mets Burberry sur la tête, combattu. Non, il faut s'aimer pour faire ça, tu vois. Moi, je ne suis plus attachée aux choses. Je me dis ça tous les matins. Je me dis ça tous les matins parce que toutes les fois où, par exemple, quand je suis sortie de mon épisode d'accouchement et tout, en fait, je ne savais pas en fait que je pouvais être une personne aimable. C'est-à-dire quand tu commences, que tu accouches à l'hôpital et puis la sage-femme qui te tient ton bébé pour lequel toi tu te dis que tu as failli mourir à 5 minutes, quand elle regarde ton enfant, elle dit, eh, vraiment les enfants d'aujourd'hui, c'est pas la peine, hein. En tout cas, moi j'ai été suturée. Bon, les hommes ne soyez pas choqués. On m'a fait des sutures. Et à l'époque, je me souviens que ça se faisait sans anesthésie. La dame qui me fait ça me dit, on va refermer, sinon ce sera comme le boulevard Triomphal. Ton futur mari ne va pas aimer. Moi, je suis en train de souffrir de douleur. Et là, je lui ai demandé, mais, mais, même si ça reste
comme le boulevard Triomphal. En fait, j'ai trop mal. Elle m'a dit non, tu vas te plaindre après, tu vas chercher la solution après. Je me suis dit, je n'ai pas donc le droit de choisir pour mon corps. Je n'ai pas le droit de choisir pour moi. Tu sais, bon, tu peux pas savoir, tu es un homme. Quand tu marches là en tant qu'adolescente avec ton bébé sous le soleil parce que tu vas aux visites et que les taxis s'arrêtent en te regardant, en bougeant la tête en disant vraiment les enfants d'aujourd'hui, ou bien quand tu as quelqu'un de compatissant qui te prend et qui te prend dans sa voiture parce qu'il voit que tu as un bébé sous le soleil et puis qui te dit vraiment, faut écouter les parents, hein. Vraiment un avenir gâché, une belle fille comme ça. Ça, tu enregistres. Moi, j'ai enregistré ça comme un rejet de moi-même, un rejet de ma personne, de ma beauté, ça m'a accompagnée pendant longtemps et j'ai cherché cette approbation dans le regard des hommes que j'ai fréquentés, dans le regard des amis. J'ai été vraiment, j'ai été dans cette quête-là de moi-même. Et donc, à un moment donné, j'ai compris finalement que, Joe, ça va pas venir de l'extérieur, tu vois. Il faut que c'est une plante que j'arrose avec amour chaque matin. Je me donne cet amour-là chaque matin. Moi, j'étais pas, avant de venir sur les réseaux sociaux, j'étais quelqu'un qui ne souriait pas sur les photos. J'étais une happy person, hein. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un gros capital sympathie, il n'y a pas de problème. Mais j'avais très honte de me regarder dans le miroir. Mais depuis que je me suis libérée de mes chaînes, en fait, je suis la première à m'admirer. Et puis, je suis tellement contente d'être en vie que, you know what, il y a que moi personne ne peut m'aimer comme moi-même. C'est impossible. Merci, Mamkoum. On va passer à la dernière question. Je te remercie encore pour le temps, l'énergie, la sincérité. Je peux ressentir certaines émotions, même s'il y a des sujets sur lesquels j'ai pas pu me lâcher. Mais bon, je vais rester professionnel. RAKB représente. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, hein. Moi, j'ai pas de problème. Tu nous as parlé plus ou moins de ton parcours, de tes convictions, de comment est-ce que tu fais pour te maintenir, de ton positionnement par rapport à la femme, de ton positionnement par rapport aux hommes que tu ne détestes pas. Tu en es la mère de plusieurs. Toi, qui es-tu aujourd'hui? Spirituellement, je suis la continuité d'une longue lignée de femmes au destin glorieux. Donc, je suis Mamkoum, j'ai la petite trentaine. Je suis une femme amoureuse de culture, amoureuse de poésie, de littérature. Je suis une femme amoureuse des femmes, dans le sens où la sororité, c'est ce qui me nourrit. Professionnellement, je suis recruteur dans la fonction publique américaine pour le compte du district de ma ville, donc de l'éducation nationale de ma ville. Je suis recruteur ESL, English as a Second Language. Et socialement, je suis Mamkoum. Je suis à la tête d'une ONG qui s'appelle Filles, Femmes et Fières. Les filles d'hier sont les femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui doivent être accompagnées, nourries, aimées, éclairées pour être les futurs leaders de demain. J'ai envie de dire que le reste de ce que je suis dépend de ce que la vie va me donner. Et j'accueille tout ça gracieusement. Voilà. Merci. Et si tu devais choisir entre un super pouvoir pour faciliter ton travail ou une chanson qui décrit ton parcours et ton humeur actuelle ou de la saison dans laquelle tu te trouves, que choisirais-tu et pourquoi? Super pouvoir. Oh là, est-ce qu'on aurait eu le choix entre plusieurs? Ça aurait été intéressant. Un super pouvoir ou une chanson? Tu peux faire juste le choix entre les deux. Bon, je vais choisir, oh là là, c'est dur. Je vais choisir un super pouvoir. Le
le pouvoir de, si j'avais un super À pouvoir, tous les musiciens qui soutiennent Mam Koum, elle vient juste de vous abandonner après savoir dit non, je vais combien de fois donner elle aime la une chanson. musique. Mais bon. Non, je vais donner une chanson, laisse ça. Non, en fait, le super pouvoir, c'est peut-être de, tu sais, quand quelqu'un est très inquiet et puis cette personne vient te voir et te parle. Si je pouvais avoir un écran invisible où je pouvais ouvrir une fenêtre en disant, regarde, dans un an, voilà ce que tu vas devenir. Ne t'inquiète pas, je referme. Ça aurait été ce pouvoir-là. D'apaiser les cœurs avec quelque chose de vraiment, rassurant en disant, hey, tu seras président de la République. Je sais pas comment tu vas faire, mais t'inquiète pas, c'est déjà en machine. Pose le cœur. Comme on dit chez nous les pounous, Sonzumurim, dépose le cœur. Et puis une chanson, alors Pierre Claver. Là, je suis sûr que c'est Marundou parce qu'on Oui, l'a juste oui, donné oui, un oui, oui, choix, mais Marundou a décidé qu'elle oui. ne peut pas partir sans s'exprimer. Ouais, c'est sûr. Non, une chanson quand même. Il y a tellement de chanteurs. J'adore la musique. À peu près tous les chanteurs. Je vous aime tous. J'adore la musique. Il y a pas de souci. Une chanson qui me marque et que j'écoute religieusement un peu tous les matins parce que c'est comme des versets bibliques pour moi. Euh, Pierre Claver Akenenge. Début des années 2000, je pense 2003, il sort un album magistral, Obakadance. Dans Obakadance, il y a euh, une chanson qui parle de la colonisation. OK? Il y a cette chanson qui parle de la colonisation. C'est une chanson qui nous explique, en fait, le rôle de la femme. C'est une fulgurance, en fait, euh, il se sert du corps de la femme et de sa situation, de sa féminité pour expliquer le joug dans lequel on se trouve aujourd'hui. Le titre de la chanson, c'est Bonne modernité. Il dépeint une femme qui est dans son village, ok, qui va au champ, qui va casser du bois et qui a un enfant accueilli par tout le village. Et puis, à un moment, elle se fait kidnapper. Elle revient avec un accoutrement qui n'est pas le sien, une façon de manger, de parler. Et donc, il y a un moment dans cette chanson où il dit le collant lui faisait mal. Pour ceux qui comprennent un peu le style métaphorique, ça peut être le collant, tu sais, que les femmes portent pour se protéger. Le collant lui faisait mal. Mais si tu écoutes, il dit le collant lui faisait mal à cette femme, c'est l'Afrique. Et puis à la fin, il dit déminer la femme. Déminer la femme, déminer la Palestine, déminer les mères, les veuves et tout. Bref, je trouve que quand on écoute bonne modernité, on comprend que la clé, l'essor, là où on a eu le continent africain, peut-être pour l'inférioriser, c'est qu'on a touché au statut exceptionnel de la femme. Et donc, si on arrive à déminer toutes les mines, les injonctions qui pèsent sur la femme, on libère l'Afrique. Et je trouve que déjà au début des années 2000, quand il sort cette chanson Bonne modernité, on n'en est pas encore là tellement. Mais c'est actuel, c'est vivant. Et je trouve que c'est c'est un auteur qui est futuriste dans sa façon de concevoir la musique. Et moi, j'adore Bonne modernité. Album Obakadance PCA. Le PCA de la. Merci Mamkoum, merci Marundou d'avoir partagé ton histoire et tes pensées avec nous. Et merci à l'original Mamkoum de nous avoir fait le don du père de la version semi-originale de Mamkoum. Et à vous, chers auditeurs, et merci d'avoir été avec nous et d'avoir écouté cette conversation. N'oubliez pas de partager cet épisode et de rejoindre notre communauté pour plus de conversations enrichissantes. Donc, avant de conclure, j'aimerais juste donner l'occasion à Mamkoum de donner ses différents identifiants pour ceux-là qui aimeraient rentrer en contact ou soutenir l'action, peu importe le type d'aide ou le type de collaboration que ces différents voudraient établir avec toi. Alors, sur les réseaux sociaux, je pense TikTok, Instagram et Facebook, ça va être Mamkoum. Je tenais une série de podcasts jusqu'en août dernier sur une page Facebook qui s'appelait l'univers de Mamkoum. Alors pour le moment, je suis off des réseaux sociaux parce que je vais en vacances chaque année environ pendant 6 mois. Parce que j'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver avec moi-même. Donc, pour me retrouver, c'est simple, ça va être Mamkoum. Mamkoum, c'est MAMKUMB sur, je crois, toutes les plateformes. Et pour celles qui veulent me contacter par rapport à mon organisation,
ou qui ont besoin d'aide tout simplement, me retrouver en Messenger. Et puis, s'il y a urgence, je contacterai la personne via mon téléphone. Voilà. Merci Ben. Merci à toi, Mamko. Merci à ta communauté. Merci à ceux qui vont regarder, qui regardent et qui partageront. Et blessing to you.